qui nous motive tous les jours et qui en fait m'envoie beaucoup de messages d'encouragement très régulièrement, ce qui fait toujours plaisir. Donc j'essaie de répondre dans la mesure du possible, mais effectivement c'est pas toujours le cas parce que en fait j'en ai beaucoup. Aujourd'hui par exemple j'ai eu 480 notifications sur mon téléphone, donc forcément pas tout. Donc je m'excuse à ceux que je mets de côté, mais c'est vraiment pas volontaire. Je tiens à remercier aussi les membres du bureau de la FFO, sans qui ça n'aurait pas été possible de faire ces recommandations et de les sortir très rapidement, qui seront un petit peu à la base de la possibilité que nous aurons de reprendre à travailler. On vous développera tout à l'heure avec Jean-Michel. Et j'ai une dédicace tout à fait particulière à la cellule ODF qui gère les urgences ODF à travers la France, tout en restant chez elle et tout ça par téléphone. Et ça fait une communauté assez sympathique qui échange beaucoup et qui me fait souvent bien rigoler, quoi. Donc en fait, merci à vous aussi. Donc nous allons vous parler de l'impact du Covid et sur nos activités. Donc ça sera les données aujourd'hui avec des choses pour lesquelles on ne pourra pas répondre. On va essayer d'aborder tous les sujets, que ce soit le volet administratif, le volet gestion du personnel et également l'organisation. Et avant l'organisation, les recommandations de l'AF. Et voilà, Nicolas, je te laisse la parole. Ça c'est le commencement. Le 16 mars, tous les cabinets ont été fermés. Donc ça, je vous apprends pas grand-chose. Nico, c'est toi qui passes les slides alors si tu veux. C'est toi qui as oui, vas-y, dis-moi. Alors, des règles que certains ont oubliées, donc c'est que les urgences sont les règles, on ne doit pas recevoir les patients de cabinet. On les régule, les dentistes les régulent avant de les envoyer à l'ordre. Ils ne prennent que les urgences. Alors, ça va peut-être s'assouplir dans les semaines qui viennent. Tu me diras, Nicolas, si les recommandations de l'ordre, c'est ce qui arrive dans ton département. En tout cas, pour l'instant, les douleurs, c'est celles qui sont supérieures à 7. Donc, c'est très rare en orthodontie ou en cas d'infection. Et c'est le cabinet de garde qui intervient. Donc, les recommandations, c'est qu'on ne touche pas de patients pour éviter de les contaminer. Alors, pourquoi il y a des départements où il y a des orthos qui font des gardes? Pourquoi il y a des départements où il y a des orthos qui ne font pas de garde? Je pense que c'est un problème de matériel, simplement. Excuse-moi, alors, ça c'est vraiment au niveau local, ça dépend comment le président a organisé la gestion de ces urgences au niveau local. Parfois, il fait intervenir un ortho, donc il y a des départements où il y a un cabinet de garde une fois par semaine en ortho. Parfois, c'est les orthos qui interviennent un peu sur demande en fonction des problèmes dans d'autres cabinets. Et puis, la plupart du temps, ça se règle par téléphone, parce que les urgences ortho se règlent souvent par téléphone. Et quand il n'y a rien de prévu et que le régulateur ne sait rien, c'est là où la cellule ODF intervient. Voilà. Pardon. Donc, je passe ce slide. C'est justement, donc, il y a une cellule ODF avec à peu près 25 ODF qui se relaient tous les jours pour répondre aux attentes des patients avec des petites vidéos, des explications, et ça marche assez bien. Finalement, on arrive à résoudre à peu près 100% des cas. Vas-y, passe le slide. 100% des cas par téléphone. Donc, la gestion des patients, là, on ne vous apprend pas grand-chose. Donc maintenant, on va attaquer les salariés. À partir depuis le 16 mars, on se retrouve devant 4 cas de figure avec les salariés. Soit ils continuent à bosser par télétravail, soit ils sont présents au cabinet, soit ils se sont mis en arrêt de travail, soit au chômage partiel, soit une combinaison des trois dans certaines structures. Donc, je vais vous parler de l'arrêt de travail. Alors, quand c'est... Vas-y, change le slide. Quand c'est un arrêt de travail qui est causé par une maladie, une assistante, par exemple, qui a le Covid-19, donc les indemnités journalières vont rentrer dès le premier jour. Par contre, et la G2R va faire le remboursement du praticien. Par contre, quand ce sont des assistantes qui sont en arrêt de travail parce qu'elles gardent les enfants, la G2R, ça c'est très important, la G2R considère que la garde des enfants ne rentre pas dans son contrat. La G2R, c'est une assurance. Et donc, actuellement, il y a des discussions. Ils considèrent que ça coûterait trop cher à la branche de rembourser les arrêts de travail. Donc, les praticiens, dentistes, orthodontistes qui ont mis leurs salariés en arrêt de travail pour garder leurs enfants, surtout au mois de mars, et ça s'est surtout passé au mois de mars,
se retrouve à régler quasiment la moitié du salaire avec les charges, sans être remboursé par AG2R. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. Et en fait, ça ne changera a priori pas parce que AG2R ne veut pas rembourser, parce que ce ne sont pas des arrêts de travail normaux, c'est des arrêts de travail à titre dérogatoire, c'est pas un arrêt maladie, c'est la maladie qui est ouverte. Il y a un volet prévoyance pour ceux qui l'ont souscrit, pour les employeurs qui l'ont souscrit, mais ce volet prévoyance ne couvre pas ce risque-là. Et on est en pourparlers avec AG2R, le collège employeur en tout cas. Donc, le collège employeur, en fait, ce sont les 3 syndicats représentatifs, donc nous, FSDL, la CNSD et l'UD, pour se mettre d'accord. Nous, on serait favorable à ce qu'ils payent. Le problème, c'est que ça risquerait de mettre en défaut le régime qui est quand même assez avantageux lors du départ en retraite des salariés, puisque la G2R couvre une grande partie de ce départ en retraite de l'indemnité, idem pour les licenciements. Donc il y a une vraie gestion à faire. De toute manière, aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à le faire. Et on n'arrive pas à obtenir les chiffres qui nous permettent d'envisager le coût du touquet. On n'arrive pas à envisager à avoir les chiffres pour permettre d'envisager une solution à ce titre-là. De toute manière, a priori, la J2R. Et comme le faisait remarquer Magali, ils offrent généreusement 300 € quand il y a plus de 30 jours d'arrêt de maladie. Donc, en tant que les comptables doivent vous conseiller le chômage partiel. De toute façon, nos cabinets sont fermés. C'est la situation la plus logique. Donc, le chômage partiel, c'est 70% du salaire brut ou 84% du net. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on leur donne une semaine, 2 semaines? Alors, on a la possibilité de leur imposer 6 jours de congé payés au mois d'avril. Ce n'est pas un accord de branche. Il n'y a pas eu d'accord avec les syndicats des employeurs. Donc, ça doit être un accord d'entreprise. Et si on fait un accord d'entreprise, on peut donner une semaine ou 2 semaines au mois d'avril s'il y avait 2 semaines de prévu. Ça veut dire que pendant cette semaine-là, le salarié va toucher l'intégralité de son salaire, les 100%. Donc forcément, sur l'ensemble du mois, il va toucher un petit peu plus. L'inconvénient, si on donne une semaine ou 2 semaines, mathématiquement, on va devoir payer une semaine avec les charges, et on bénéficie du chômage partiel que sur 3 semaines un tiers. Puisque dans un mois, il y a 4 semaines un tiers. Donc ça coûte très cher à l'employeur de donner des vacances au mois d'avril. Donc, c'est quelque chose que les comptables déconseillent généralement. Et un autre point qui est important, c'est que la Sécu, enfin pas la Sécu, l'État rembourse jusqu'à 100% de cette somme-là, mais dans la limite de 4,5 fois le SMIC. Alors, ça ne va pas concerner, c'est pas un problème qui va toucher nos assistantes, mais ça peut toucher les salariés orthodontistes qui sont au-dessus du remboursement de l'État. Donc l'employeur, il a un reste à charge dans le chômage partiel. Oui, pour les contrats salariés. Voilà. Vas-y, passe le. Donc du coup, à partir du moment où on va reprendre l'activité, on aura des rythmes différents, évidemment, en fonction des protocoles que nous exposerons Jean-Michel et Nicolas. Et également de l'architecture des cabinets. En fonction de l'organisation du cabinet, effectivement. Et en tout cas, il faut savoir que les heures hebdomadaires, on ne peut pas, conventionnellement, la convention collective, on est limité à 46 heures par semaine. Ou 44 heures en plus sur 3 mois. Et puis, une autre obligation, c'est qu'on doit accorder entre 2 et 4 semaines de congés payés dans la période estivale, entre le 1er mai et le 31 octobre, et les 2 semaines d'affilée. Donc, il est très probable que la convention collective nous impose quand même de fermer 2 semaines au mois d'août. 2 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre. Voilà. Et après, ça a géré nos obligations vis-à-vis de nos salariés. Vas-y, passe. Alors là, je vais plus parler des salariés, je vais parler des indemnités des praticiens. Alors, il n'y a pas grand-chose. La première, c'est l'indemnité IJ, c'est indemnité journalière. Oui, on peut modifier leurs horaires, Audrey. Ouais. On peut modifier leurs horaires, effectivement. Sauf dans un cas de temps partiel. Il ne faut pas que avec les temps partiels, en fait, il ne faut pas que le nouvel emploi du temps puisse empêcher le salarié d'avoir son travail ailleurs.
Par contre, la modification des horaires, le temps de modification est réduit à 1 jour, je crois, le délai de prévenance. Oui, c'est ça. Et avec voilà, en les prévenant 15 jours avant, effectivement. Non, là, c'est 1 jour maintenant, les horaires. 1 jour, là, en fait. C'est juste 1 jour. Grâce à Covid. À cause de Covid, enfin, j'en sais rien. On a eu attendez, on a eu une question tout de suite, hein, mais j'arrive pas à la revenir. Je pense travailler le samedi, c'est possible. Oui, le samedi fait partie normalement des jours de la convention collective où on peut travailler, je crois. Oui, ça fait partie avec le dimanche où on ne peut pas les forcer à venir. C'est pas 15 jours, c'est une journée. Je pense travailler le samedi. Oui, peut-on modifier les jours? En cas de temps partiel, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir l'accord du salarié. S'il refuse, on ne peut pas l'avoir. En temps complet, oui, on peut faire. Combien d'heures max par semaine pour nos salariés? C'est au maximum 46 heures avec une moyenne lycée à 44 heures. On pourra revenir sur la présentation, on la mettra en ligne sur notre site, comme ça vous l'aurez. Le dimanche, on n'a pas le droit de faire venir les salariés, c'est hors convention collective, il faut un accord d'entreprise. Est-ce qu'on peut dépasser 10 heures par jour? Alors en fait, on ne peut pas dépasser 10 heures par jour. Vous parlez de maintien. Il faut penser aux pauses aussi. S'il y a 10 heures de travail, il y a des pauses aussi réglementaires à respecter. Oui, on ne peut pas faire plus de 6 heures sans une pause de 45 minutes minimum. Peut-on avoir on répondra aux questions après, parce que sinon on va plus s'en sortir. Il y en a trop là, j'arrive plus à lire. Vraiment trop vite. Alors, les employeurs, donc l'indemnité journalière, c'est ce qu'on peut toucher quand on a gardé les enfants. Donc, c'est un forfait de 112 € par jour brut. Ça représente, en enlevant la CG, la CRDS, c'est 104 € tous les jours de la garde d'enfants. Et c'est le même problème que pour nos salariés, ça ne déclenche pas la prévoyance. Donc, nos prévoyances n'interviennent pas du tout dans le problème du confinement. Le fonds de solidarité, alors ça peut toucher les cabinets qui font moins de 60 000 € de bénéfices en 2019. Donc, c'est plutôt plus les cabinets, les jeunes praticiens. Et ça s'accompagne de mesures qui permettent de repousser les factures EDF. Ça s'accompagne aussi d'aides de région. Ça peut aller assez loin. Alors là, pour ne pas rentrer dans le détail, oui, on peut prétendre aux indemnités journalières de garde d'enfants, oui, si on est en salarié et en libéral. Donc là, je vous conseillerais, après, on mettra cette présentation sur le site et de vous connecter sur la page qui est en jaune. Et il y a toutes les infos sur le fonds de solidarité. Donc je ne peux pas rentrer dans les détails, en tout cas. Pas ce soir. Alors, il y a quand même un petit détail qui est important, qui a toute son importance, c'est pour les praticiens qui sont en indemnité journalière pour cause de maladie et qui assurent alors j'imagine que dans un couple, un seul des deux, oui, peut garder les enfants. Quand en maladie, eh bien, ils ne peuvent pas assurer eux-mêmes, parce que le RCP ne couvre pas la gestion des urgences au téléphone pour leurs propres patients. Parce que c'est assimilé à du travail, en fait. Donc la RCP, dans ce cas-là, ne couvre pas. Donc, voilà, c'est quand même une donnée importante à avoir. Oui, mais comme on n'est pas censé voir les patients et on n'est pas censé faire de garde, on peut parler de téléphone. D'ordonnance téléphone. Ordonnance par téléphone. C'est un problème surtout pour les praticiens, les chirurgiens dentistes qui font des gardes. Et non, c'est pas en fait. Non, en fait, on peut pas assurer de. Si on a en arrêt maladie, on est considéré comme n'étant pas au travail, et donc du coup, toute notre activité médicale doit être stoppée. Il se trouve que le conseil au téléphone à un patient, le conseil par mail, tous les conseils, eh bien en fait, on ne peut pas les donner parce qu'on ne peut pas travailler. On n'a pas légalement le droit de travailler. Donc la RCP peut très bien dire s'il y a un pépin à ce moment-là, écoutez, je ne vous assure pas parce que vous n'étiez pas censé travailler. Et si les enfants ont plus de 16 ans, on ne peut pas bénéficier des indemnités journalières. En fait, là, on répond aux questions qui sont posées. C'est pour ça que c'est un peu décousu. On va reprendre le fil. Les questions apparaissent. C'est pour ça qu'on répond on répond au fur et à mesure. Vas-y, passe le slide. Là, le fonds de solidarité. Ensuite, là, ça, c'est assez intéressant. On peut repousser les leasings, les crédits pro jusqu'à 6 mois. Ça, c'est très facile. Hein. On appelle le banquier, ça se fait ça, je pense qu'il faut le faire. Possibilité de prêt garantie par l'État. On peut emprunter jusqu'à un quart, je crois, du chiffre d'affaires de 2019.
Ça peut être intéressant si on a besoin de trésorerie. Et on peut aussi faire un report des échéances fiscales et sociales. Et là, je vous ai mis un lien vers une vidéo d'explication, ce sera plus clair. On ne peut pas rentrer dans les détails ce soir en tout cas. Ensuite, dans la gestion des indemnités, donc on a tous eu le mail de la CARCD qui va nous verser 1 500 € en avril, mai, juin. Alors, les prélèvements, les cotisations de retraite sont suspendues, mais elles vont être prélevées l'an prochain. Donc, l'an prochain, on pourra prévoir une trésorerie pour la CARCD à partir de juillet 2021. En fait, ça va faire une augmentation de 50% des charges liées à la CARCD. Donc, c'est pas forcément une très bonne chose. Il y a des questions qui concernent ce qu'on a déjà dit, donc on ne va pas répondre maintenant parce que sinon on va plus rien comprendre. Notez-les et à la fin, on reprendra si vous voulez bien. Exactement. Il faut faire attention au taux de prix qui sera sans doute réévalué dans un an. Mais il ne sera pas sans doute, il sera réévalué parce que au taux de garantie de l'État s'ajoutera le taux bancaire qui va peut-être être à la discrétion des banques ou alors imposé par l'État. Mais dans tous les cas, comme ça, il faudra aussi se méfier, c'est un prêt de trésorerie. Donc en fait, un prêt de trésorerie, ça s'accompagne d'un besoin de trésorerie. On ne peut pas faire n'importe quoi avec cet argent. Ça pourrait être assimilé à un abus d'aide ou un abus de droit, donc limite un abus de bien social si derrière vous prenez du salaire avec ce prêt lié à la trésorerie, s'il dure un petit peu longtemps. Je pense que l'État sera assez vigilant après, pas maintenant parce qu'évidemment il faut que ça tourne, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui semble-t-il le sollicitent et des entreprises qui, quoi qu'il arrive, étaient vouées à la faillite. Donc en fait, il y a des gars qui vont prendre le maxi du maxi pour partir avec la caisse et fermer. Le truc, c'est que c'est garanti par l'État. Donc tout ce qu'ils pourront récupérer par ailleurs, ils le feront. Donc ouais, c'est pas, faut le faire vraiment si on en a besoin, vraiment. Enfin, je pense. Voilà. Alors ensuite, après la CARCD, il y a des mesures qui sont en discussion. Ça se passe à Bercy. Ce sera une ordonnance. Ils sont en discussion avec l'assurance maladie. Et le calcul de ces indemnités sera basé sur notre taux de charge. Et sur les actes opposables. Vas-y, Nico. Ouais, alors je réponds en fait, oui, bien sûr, on peut le faire, le prêt dont on a parlé. Le banquier ne va pas dire non parce que c'est automatique, c'est un accord quasiment obligatoire, mais c'est dans la façon dont le prêt a été généré et prêté qu'il peut y avoir interprétation pour la suite. Je ne sais pas si ça se fera, mais c'est possible. La gestion de nos indemnités, alors en fait, c'est la misère pour nous. C'est Nicolas Revel qui a été mandaté par le ministère pour servir d'intermédiaire pour dire quelles étaient ses propositions, mais c'est en aucun cas des négociations. La FSDL a été reçue comme les deux autres syndicats représentatifs pour ça. Ce qui en est ressorti, c'est qu'en fait, un chiffre d'affaires reconstitué allait être mis en place. Donc, chiffre d'affaires reconstitué, c'est très louche, c'est pas du déclaratif. Donc, est-ce que ce sera un chiffre d'affaires basé sur le SNIR? Est-ce que ce sera un chiffre d'affaires sur les actes, sur la valeur de remboursement des actes? On ne sait pas du tout. Le taux de charge, puisqu'ils veulent rembourser des charges, hein, ils ne veulent pas rembourser de revenus. Revel a dit que ça serait un taux de charge moyenne fait sur la branche. Donc on a un exercice qui est somme toute assez particulier en orthodontie par rapport aux omnipraticiens, et on est très peu. Donc le taux de charge que nous on a est pas du tout comparable avec un taux de charge d'omnipraticien. Idem pour les praticiens qui font des gros chiffres en implanto, ils ont un plateau technique qui coûte cher, un peu comme le nôtre. Donc en fait, on ne sait pas ce que ça va donner, et toutes les aides qui auront été données par ailleurs, le chômage technique, les IJ, etc., seront déduites de la somme qui devra être donnée. Donc nous, on risque de vraiment pas toucher grand-chose avec cette histoire. À un moment, a priori, il y a un des autres syndicats qui voulait que ce soit le coefficient technique, là, le coût de structure, voilà, sur le devis conventionnel, qui soit utilisé pour calculer le taux de charge. Donc comme le devis conventionnel ne s'applique pas en ortho, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Donc en fait, il ne faut pas trop compter sur cet argent. Peut-être qu'on aura une bonne surprise, moi j'y crois plus trop. Mais... Alors, là, on va parler de la partie administrative. On est la seule profession à fonctionner sur des durées de traitement. On reste plus que Bertrand, je te rassure. Pardon.
faut savoir que pour les patients qui ont 16 ans, qui ont plus de 16 ans pendant le coronavirus, il y aura une tolérance des caisses. Ça, tous les dentistes conseils l'ont accordé. Et donc, il faudra notifier sur la DEP report à cause du coronavirus. Ils ont également prolongé de 3 mois les droits à CMU. Alors, CMU, ça s'appelle C2S depuis novembre 2019. Et les ACS, il y en aura de moins en moins puisqu'ils vont basculer progressivement vers la C2S. Et pareil, ils ont prolongé les ACS jusqu'au 31 juillet. Bon, ça, c'est pour l'anecdote. Ensuite, vas-y, passe. Voilà. Et ça, c'est la question qui revient le plus souvent. Qu'est-ce qu'on fait des semestres en cours? Est-ce qu'on les encaisse normalement? Est-ce qu'on repousse du nombre de semestres du confinement? Je vous ai mis la réponse de 2 dentistes conseils de Bretagne, les deux. On attend quand même une réponse du directeur de soins, du médecin-chef conseil pour nous prononcer sur un conseil auprès des adhérents. Donc la réponse, vous avez vu, c'est qu'il était normal que la date d'échéance des semestres en cours soit suspendue de la date du nombre de mois de confinement, en fait. Donc on verra, on ne sait pas ce que ça donne. On ne peut pas vous répondre, on n'a pas de réponse officielle. En tout cas, c'est l'interprétation locale de 2 praticiens différents dans 2 départements différents. On peut imaginer que ce sera un petit peu... Donc un semestre à 8 mois, ben oui, ça fait un semestre à 8 mois. Voilà. Alors oui, les fils d'orthodontistes restent actifs malgré tout. Et en fait, c'est pas nous qui décidons. Alors effectivement, moi je pense qu'on peut, si on n'applique pas de manière systématique le report de X mois, on peut... les élastiques aussi, oui, d'accord. Non, mais j'ai compris le principe. on peut tout à fait ajuster, à mon avis, l'augmentation de la durée du semestre en fonction de ce qu'on faisait et de là où on en était. Mais après, il faut s'attendre peut-être à défendre ça devant les caisses. Peut-être parce qu'on ne sait pas du tout comment ça sera fait. Nous, on sera là pour vous défendre s'il y a besoin. Mais en fait, il y a des choses qui ne seront pas défendables, ça c'est sûr, c'est certain. Travail, là, il y a un argument, sans parler du télétravail, il n'est pas reconnu en dentisterie et en orthodontie. Non, le télétravail, il n'y a que 2 projets en dentaire qui sont reconnus, qui concernent le télétravail pour la surveillance et le diagnostic en EHPAD, uniquement dans 2 régions, c'est l'ARA et Hauts-de-France, et c'est dans le cadre des expérimentations de la loi de finances de sécurité sociale. Donc l'orthodontie, là, c'est pas la peine d'essayer même d'argumenter là-dessus, ça ne marchera pas. Pardon. Oui, dernier point, on a demandé de pouvoir réaliser des FSO en mode dégradé sans envoi de feuille de papier. Alors les FSO en mode dégradé, c'est quand on demande le remboursement sans la carte vitale du patient. Normalement, on doit joindre une feuille de soins papier et ça nous permettrait de faciliter, d'éviter certains contacts avec les parents. Donc on a demandé cette possibilité de la généraliser, au moins pour la période du Covid-19. Alors, il y avait un département où le mode dégradé avait été autorisé par la caisse. Donc, si c'est une autorisation écrite, gardez-la bien à fond. Dans le 0,5 aussi, mais tant mieux. Département dépendant. Mais en fait, c'est vraiment, ça dépend des départements et c'est tant mieux. Voilà. C'est comme les conseils de l'ordre, ça dépend des départements, la gestion. Non, les conseils de l'ordre, ça ne dépend pas des départements. La déontologie est unique, Nicolas. Vas-y, passe. Alors là, je vais passer la main aux personnes qui ont les recommandations. Donc Jean-Michel, Nicolas. Merci. Un petit clin d'œil à toute l'équipe qui travaille sur les recommandations, parce que c'est un travail fastidieux qui a été, avec Nicolas, on s'est retrouvé embarqué par Sandy Hermer qui nous a embarqué là-dedans, avec le soutien du bureau, donc Alain Berry, Jean-Baptiste Camra, Patrice Le Guesnec et Monique Chouvin. Et donc depuis 3 semaines, on travaille maintenant à remettre à jour toutes les recommandations afin que les orthodontistes soient prêts. Et en l'occurrence, on se retrouve une des premières spécialités de France à pouvoir vous proposer des recommandations. Alors les recommandations dont on va parler, c'est ce qu'on a appelé des précautions additionnelles. Pourquoi précautions additionnelles? Parce qu'on avait déjà des recommandations d'hygiène en 2015, recommandations qui étaient déjà assez fortes
et qui ont été mises à jour en 2020, donc pareil, pendant cette période de 15 jours, et que vous pouvez télécharger sur le site de la fédération. C'est des recommandations qui sont très robustes, qui sont validées, il y a un groupe de lecture, c'est relu par le bureau, c'est relu par les présidents des différentes sociétés. Donc vous avez déjà un document qui est très solide. Et à ce document très solide, eh ben, on va rajouter donc, c'est ce qu'on a appelé ces recommandations additionnelles, sur lequel on est quelques-uns à travailler tous les jours. Je ne vais pas vous cacher qu'on reçoit tous les jours des documents. On travaille sous l'égide de Françoise Saint-Pierre avec une méthodologie qui est reconnue, c'est-à-dire que d'abord il y a une analyse de la littérature selon les données scientifiques, selon les niveaux de preuve. Ensuite, on a le groupe de travail qui valide ce document. Ensuite, on a eu une relecture par 22 personnes qui ont relu le document. Ça a été validé par le bureau de la fédération, ça a été validé par les présidents des différentes sociétés et c'est actualisé toutes les semaines. Et donc, on va vous présenter ça avec Nicolas. Et on va aussi vous présenter nos incertitudes, parce que vous allez voir au cours de cette présentation, on a des incertitudes. Sur le bain de bouche, on a des incertitudes actuellement. Sur la manière dont se diffusent les aérosols autour du cabinet, autour du fauteuil, on a des incertitudes. Enfin, il y a des petites choses qu'on va vous signaler et qui vont être actualisées au fur et à mesure des semaines. La prochaine actualisation va intervenir avant la fin. Et effectivement, depuis aujourd'hui, les recommandations ont été lues et approuvées par le CNP ODF ou DMF, qui du coup le transférera à l'ensemble des ARS, au ministère et également à la Fédération des spécificités médicales. Donc, en fait, ça donne vraiment un niveau de robustesse assez important à cette étude qui l'est par la méthodologie avec laquelle elle a été faite. Et pour répondre à une question de tout à l'heure, il faut vous baser sur les recommandations de la fédération. Ce sont elles qui vont servir de référence. C'est vrai qu'on a une multiplication de bonnes actions, de gens qui donnent leurs propres recommandations, mais vraiment basez-vous sur celles-ci. Elles sont évolutives, mais voilà, elles sont, comme disait Nicolas, sont très robustes. Après, elles ne font pas toujours plaisir, hein, parce qu'effectivement, il y a des trucs qui ne vont pas nous faire plaisir, mais en même temps, c'est basé uniquement sur la littérature. C'est-à-dire que le moindre mot qui figure dans la recommandation s'appuie sur un article avec un niveau de preuve assez important. Et si on trouve un article qui dit le contraire et qui est plus important, en fait, ce mot est changé. C'est pour ça qu'il y a une veille hebdomadaire et qu'on change assez régulièrement. Donc, regardez le site de la FFO de manière très récurrente pour vous tenir à jour, parce qu'en fait, par exemple, aujourd'hui, on a terminé d'écrire une annexe supplémentaire sur les aérosols. Enfin voilà, ça va s'étayer de manière très récurrente. C'est moi qui commence là, Jean-Michel, hein. Oui, c'est toi normalement. Donc les recommandations, on a classé en 4 niveaux de risque. C'est pas nous qui l'avons fait, c'est encore une fois la littérature, avec un risque faible, hein, c'est pas de contact du tout avec une personne qui pourrait être malade porteur. Donc en fait, c'est classiquement le personnel de ménage. Pour autant, il faut penser à le former, parce qu'il pourrait quand même être exposé par une exposition sur les surfaces, etc. Donc il faut quand même lui en parler. Le risque modéré, c'est des personnels qui sont en contact fréquent avec des gens qui pourraient être porteurs. Donc, c'est classiquement nos réceptionnistes, nos secrétaires. Le risque élevé, en fait, ce sont tous les patients avec lesquels on va être en contact, pour lesquels on va travailler. On peut travailler en bouche, hein, on est en catégorie risque élevé, on peut travailler en bouche, mais sans utilisation d'aérosols, sans génération d'aérosols. Où là, directement, on passe en risque très élevé. Ça a de l'importance, ça, pour ces 4 catégories, pour toutes les conduites à tenir qui vont être évoquées tout à l'heure et au fur et à mesure du développement. Et comme vous allez le voir, la problématique, c'est vraiment l'aérosol. C'est vraiment ce qui va conditionner tout notre exercice. Du coup, voilà, on peut commencer par la gestion des rendez-vous. Donc, la gestion des rendez-vous, c'est que si vous avez un membre de l'équipe qui présente des symptômes, forcément, il va falloir l'écarter de votre équipe pendant une durée. Alors, la durée, c'est généralement 14 jours en cas de doute. C'est la même durée qui s'applique au niveau des patients. Et pour répondre à une question qui vient juste de passer, est-ce que c'est nettement suffisant? On n'en sait rien. Il y a des pistes qui diraient 28 jours et il y en a même qui vont jusqu'à 50 jours de contagiosité. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est sous surveillance. Et 14 jours, c'est ce qui est reconnu actuellement, mais c'est susceptible d'être repoussé. Donc 50 jours, on espère tous que ça ne soit pas le cas, hein, parce que sinon
ça veut dire presque 2 mois, quoi, vraiment. C'est ça. Bon, après, si c'est pour les patients, on peut les décaler de 50 jours, c'est moins compliqué pour l'équipe de travail. Deuxième piste, alors toujours, bon, gestion des rendez-vous, finalement, gestion un peu globale du cabinet, c'est le test de dépistage. On a les recommandations, c'est d'essayer de tester le personnel, ce qui serait l'idéal. Le problème étant, c'est qu'il faut disposer de ces tests-là. Vous savez qu'il y a très peu de tests qui sont validés. Il y en a un qui a été validé aujourd'hui chez les Belges, en Belgique, qui aurait une réponse de 98%. Il vient d'être validé. Il n'est pas validé encore en France, ça a été fait aujourd'hui. Et c'est ce qui sera l'idéal déjà de pouvoir détecter ceux qui l'ont eu, ceux qui ne l'ont pas eu, et ça sera déjà une progression. Donc c'est encore une piste sur laquelle on ne peut pas vous donner de réponse. Le troisième point pour la gestion des rendez-vous, ça va être de demander aux patients son état de santé. C'est-à-dire que là, on est en train d'élaborer la fédération un questionnaire type complémentaire. Bien évidemment, on ne va pas reprendre le questionnaire médical à zéro. C'est un questionnaire qu'il faudra adresser aux patients, idéalement, alors soit par SMS, soit par mail, aussi à défaut par papier avant d'entrer dans le cabinet. Et le patient devra s'engager sur son état de santé. Alors c'est bien sûr déclaratif, mais toujours, voilà, c'est le fonctionnement. Mais il faudra l'interroger sur tous les signes qui peuvent évoquer le coronavirus, que ce soit les toux, les pertes de goût, les difficultés respiratoires. Et aussi l'annexer sur les contacts qu'il a pu avoir dans son environnement proche. Et de manière, s'il y a une réponse positive, à repousser également le rendez-vous par précaution, que ce soit et pour l'équipe soignante et pour éventuellement les patients qui seraient susceptibles de croiser aussi dans le cabinet, même s'il va falloir gérer justement ce flux au niveau du cabinet pour qu'ils essayent de ne pas trop se croiser. Bien sûr, si le patient a des signes ou est jugé positif, il va s'intégrer dans un système d'urgence et là, il faudra voir comment le gérer et comment le gérer par rapport notamment à cette production d'aérosols sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Alors, il y a eu deux questions. Là, je réponds. Alors oui, la signature est obligatoire de ce document pour engager le patient. En fait, le but, c'est vraiment de l'engager dans une démarche où il comprend qu'il est acteur de sa santé et de la santé des autres. Et puis, oui, le questionnaire va être adressé, ça va être une annexe supplémentaire. C'est Martial qui nous suit, qui est en train de le rédiger. Martial, tu vois, il y a beaucoup de demandes. L'annexe sur les aérosols, non, excusez-nous, Jamila, on l'a fini tout à l'heure, elle est en relecture et elle sera publiée cette semaine. Ouais. Demain, on télécharge, normalement demain sur le lien de la lettre de la fédération. Oui, normalement. Signature électronique valable, oui, si elle est vraiment valable, c'est-à-dire avec un cryptage et qu'on ne puisse pas retoucher dessus. Je change le Étant précisé qu'il faudra que ce questionnaire soit pendant la période de Covid, si on peut l'appeler comme ça, devra être renvoyé à chaque fois avant le rendez-vous suivant. Alors l'accueil du patient. Donc en fait, bien évidemment, puisque les règles du jeu vont changer, ce patient devra être prévenu. Donc en fait, il faudra pouvoir. Alors il y a une question, je la note parce que je ne vais pas répondre maintenant. RGPD. Donc il faudra pouvoir prévenir ce patient. Donc en même temps que le questionnaire, on va joindre un document qui sera une notice de ce qui devra être fait et comment il doit être fait, comment il doit arriver, qu'est-ce qui doit se passer, pour que le patient puisse être accueilli au cabinet. Pareil, il devra le signer, le renvoyer en même temps que son mail avec le questionnaire médical pour bien montrer qu'il a été informé de tout ça. Donc prévenir des changements, c'est comme ça que ça se passe. Quand le patient va arriver au cabinet, il va devoir se laver les mains, soit au savon, soit au gel hydroalcoolique. Alors, le gel hydroalcoolique, en fait, c'est plutôt moins efficace que le savon sur le coronavirus, de par sa structure lipidique. Mais cependant, c'est peut-être le plus facile à mettre en œuvre. Donc, ça sera à vous de voir, chacun dans vos cabinets. Le patient doit venir avec un masque. Le patient doit venir seul, et vraiment seul. Il ne peut venir accompagné qu'en cas de besoin nécessaire d'accompagnement. Mais dans ce cas, l'accompagnant doit également remplir le questionnaire médical parce qu'en fait, il fait partie du cabinet et il sera en contact avec les autres personnes à l'intérieur du cabinet, même si on ne le soigne pas. L'affichage des gestes barrières doit être affiché à l'entrée. Mise à disposition des mouchoirs jetables. Alors oui, en fait, il faut mettre des mouchoirs jetables pour que l'hygiène respiratoire soit respectée. Et il faut également mettre des poubelles fermées sans contact manuel. Alors, c'est pas nécessairement électronique, hein, les contacts à pied, là, ça marche très très bien. Donc, c'est probablement ce qu'il faut utiliser. Ensuite, il y a les mesures de distanciation sociale qui doivent être toujours intégrées.
enfin, il faut que les plans de travail soient totalement dégagés pour qu'il n'y ait pas de difficulté à nettoyer. Alors, s'il a 10 ans, on a dit sauf besoin très particulier, donc effectivement, à 10 ans, les parents peuvent l'accompagner. L'idéal, c'est qu'ils l'attendent à l'extérieur du cabinet, ils peuvent l'attendre dans les. Alors, il y a eu 2 questions. Ils peuvent l'attendre dans la salle d'attente. Peut-on prendre la température à l'arrivée? Oui. Attendez, je vais répondre. C'est intéressant. Et ça a été trop vite, on a eu trop. Alors d'abord, est-ce que les toilettes doivent être ouvertes ou fermées pour se laver les mains? Alors, le problème des toilettes pour se laver les mains, c'est le problème des toilettes. Quand on tire la chasse d'eau avec des toilettes, on crée un aérosol. On sait qu'il y a des présences de virus, enfin d'ADN viraux en tout cas, dans les selles. Donc, on recrée une zone avec aérosol, donc on se met dans une situation on se rappelle de tout à l'heure, quand on utilise des aérosols, de danger relativement élevé. Donc, les toilettes, c'est peut-être pas une très bonne idée de les laisser en action. Question, si les patients se mouchent, c'est qu'ils sont malades, donc ils ne viennent pas. On ne se mouche pas forcément parce qu'on est malade. Oui, c'est ça, voilà. Peut-on prendre la température à l'arrivée? Oui, on peut. Les enfants, on l'a déjà dit. Pour repasser une carte vitale, il faut que le parent remplisse le questionnaire. C'est ce qu'on disait, il vaut mieux que les 2 personnes remplissent le questionnaire. Après, c'est la même famille, donc le questionnaire va intégrer les personnes qui vivent à proximité aussi. Donc il faudra aussi relativiser. Vous allez très très vite dans les questions, on n'a plus le temps de suivre. Non, la température à l'arrivée, c'est pas une mesure obligatoire. Non. Oui, c'était pas quelque chose d'obligatoire. Après, c'est quelque chose aussi qui peut sécuriser vos patients et montrer qu'il y a une démarche qui s'intègre dedans. Le brossage dentaire peut-il être maintenu? On va en parler tout à l'heure, notamment en même temps que les bains de bouche, donc on reviendra dessus si vous êtes d'accord. Voilà. Au secrétariat, donc c'est pareil, il faut que la salle d'attente, et s'il n'a pas de masque, il faudra lui en donner un à l'entrée. Voilà. Pour les fratries, on est obligé de les faire venir, mais distanciation sociale avec le reste du cabinet. Alors évidemment, quand les gens arrivent ensemble, on peut les asseoir côte à côte dans la salle d'attente. La prise de température, si on a pris un antipyrétique, oui, ça marche pas, mais tout de même, on a dit que c'était pas obligatoire. Peut-on généraliser les feuilles dégradées? En fait, non. Normalement, la feuille dégradée, elle est faite à la demande de la caisse. Il faudra voir avec les caisses si effectivement on ne peut pas se mettre au point sur un système, mais ça sera dans l'avenir. On ne peut pas pour l'instant, non. Le personnel porte masque et lunettes, respecte les gestes barrières et le lavage des mains après chaque contact. Et on privilégie les paiements sans contact aussi, pour éviter encore une fois les interactions avec les gens. Le nettoyage et la désinfection des surfaces, là, vous pouvez vous reporter donc aux recommandations qui ont été mises à jour par la fédération. C'est des recommandations qui sont extrêmement efficaces, qui ont fait leur preuve sur tous les virus qui existent, et ceci depuis des années. Néanmoins, il faut augmenter la fréquence du bio-nettoyage de toutes les surfaces, ça c'est nécessaire. Et par contre, la clé, ça va être d'utiliser un produit qui a une norme virucide. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de produits qu'on nous vend pour la désinfection qui n'ont pas cette norme virucide, donc EN 14476. Il faut la rechercher sur les produits. Et sinon, par défaut, l'eau de Javel diluée a montré son efficacité sur le coronavirus. Donc voilà, c'est la solution. Bien évidemment, il faut renforcer l'information au niveau du personnel d'entretien pour justement que toutes les mesures soient appliquées. Tout ce qui est détail sur le Javel dilué, c'est écrit dans les recommandations, il suffit de les lire. Ça, c'était une des questions. L'hygiaphone obligatoire. Alors, le patient et son accompagnant ont des masques, les secrétaires ont des masques et des lunettes. Donc, l'hygiaphone n'est pas du tout obligatoire. Si c'est quelque chose qui sécurise les gens ou qui crée de la distance sociale ou qui, je sais pas, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ça ne dispense pas du masque pour les accompagnants ni pour le patient, parce que en fait, le problème de l'hygiaphone, c'est que si le patient ou l'accompagnant n'a pas de masque, ce qui risque d'ailleurs d'arriver si on a un hygiaphone, parce que les secrétaires ne pensent pas forcément à lui demander, ça va devenir le point le plus sale du cabinet, l'hygiaphone. Parce qu'en fait, à moins de 50 cm, quand on parle devant une surface, on envoie des postillons, etc. Donc, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Donc, après, c'est à voir au cas par cas. Donc, l'eau de Javel, c'est dilué à 0,5% pour la réponse. Tu as une question? Plusieurs patients en salle d'attente? Oui, avec distanciation sociale. Donc, oui. Voilà. Est-ce que l'accompagnant peut passer à l'accueil pour régler et prendre les rendez-vous? Oui aussi. Par contre, il faudra bien aussi respecter les mesures.
l'idéal, c'est qu'il fasse confiance et puis qu'il puisse confier, si nécessaire, les documents à son enfant. C'est aussi l'idéal. En vérité, ça va être le coronavirus, ce qu'il faut, c'est limiter les contacts. En vérité, c'est ce qui se passe à l'hôpital. On sait qu'il faut limiter les contacts, il faut que les gens ne touchent rien. Et donc, c'est vraiment le principe de ce qu'il faut mettre en place au cabinet. Vous pouvez passer au prélèvement automatique, du coup. Marquage au sol, oui, c'est une très bonne idée. C'est très très bien parce que ça permet de créer une barrière virtuelle qui peut être très efficace. Chèque courrier, ça... Oui, pardon. Vas-y. Peut-on revenir au chèque courrier? Bah oui, parce que ça s'incorpore dans cette dynamique d'éviter les contacts. Vraiment, j'insiste, pour vos produits d'entretien, regardez la norme 14476, vous risquez d'avoir de grosses surprises et des mauvaises, en fait. Vraiment. Quand on a regardé un petit peu, alors moi, je sais pas, j'ai eu de la chance parce que le truc était bon, mais en fait, quand je regarde autour de moi, j'étais un des seuls à avoir des produits qui étaient bons. Mais c'est vraiment une petite boîte que je n'ai jamais vérifié. Le problème de l'eau de Javel diluée, c'est que ça abîme les plastiques. Et les skies, c'est tout le problème. D'où d'avoir ces produits avec la norme virucide. Nous sommes presque 400 quand même. La qualité de l'air. Une grosse problématique sur laquelle c'est toi qui réponds, Nicolas, normalement. Ah, ok, pas de problème. Donc la qualité de l'air, c'est pas encore publié, mais il y a un article de l'INRS, réalisé par l'INRS de Nancy, grâce à Florian Laurent, qui est le responsable de la cellule Covid pour le Conseil national de l'ordre, et qui s'est beaucoup investi et qui travaille énormément, qu'on peut vraiment tous remercier là, pour son boulot. Il nous écoute, je pense. En tout cas, son épouse, sa compagne, est avec nous ce soir, je pense. Donc, elle est ortho. Donc, voilà. La qualité de l'air, alors en fait, il suffit grâce à cette étude, on a vu qu'en ouvrant les fenêtres pendant 15 minutes avec un écart de 2 degrés de température entre l'intérieur et l'extérieur, on arrivait à faire baisser la charge virale de 84% sur une pièce qui était d'un volume moyen et commun, avec une fenêtre de taille moyenne et commune, pareil. Ce qu'il faut, c'est arriver à faire baisser la charge virale à l'intérieur de l'endroit dans lequel on travaille. Donc, ouvrir les fenêtres, c'est très pratique. Quand on n'a pas de fenêtre, il faut avoir un système de renouvellement d'air qui soit suffisant. Donc, il y a des tonnes de machines qui sont vendues pour nettoyer l'air. Il n'y a aucune étude qui montre réellement l'efficacité d'une de ces machines. Aucune, sauf peut-être un système à UVC qui serait directement dans le système de distribution d'air. Et encore, c'est assez limite, et semble-t-il, c'est un système qui coûte très cher, parce que ça demande de revoir toute sa structure. Et puis voilà, en fait, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. On a fait des recommandations sur les aérosols avec l'annexe qui va sortir là. Donc, on va voir. Qu'est-ce que c'était la question en été? Alors, pour répondre, travailler fenêtre ouverte, j'aurais tendance à dire oui, surtout, parce que plus il va y avoir de renouvellement, mieux c'est. Méfiez-vous des climatiseurs. Pourquoi? Parce qu'on sait que les filtres, on ne les contrôle pas. On ne contrôle pas ce qu'il va y avoir, ce qui va stocker dans les filtres. Et certaines études ont tendance à montrer que le flux créé par la climatisation aurait tendance à coller les particules sur les parois du local. Donc la climatisation, c'est pas forcément une très bonne idée. En fait, pendant qu'on fait un acte avec aérosol, le mieux c'est de couper les climatisations, soit en mode chaud, soit en mode froid. Après, aérer, et une fois que c'est aéré et que l'air a été renouvelé, effectivement, on peut remettre la climatisation. Encore une fois, le problème, c'est l'aérosol. La VMC, en fait, par définition, c'est pour évacuer. Alors, ça, la VMC, alors ça, c'est un autre problème, et c'est un problème juridique que je me pose. C'est quid de la VMC et des voisins dans les immeubles collectifs. Alors ça, je ne sais pas du tout, donc il faudra qu'on se renseigne là-dessus. Peut-on continuer à utiliser la climatisation? Je crois que j'ai répondu. Je suis en villa, c'est parfait. Je n'ai pas le début de la question. Et voilà, enfin, sur la qualité de l'air, pour l'instant, on a vraiment tout ça. Oui, Magali, on n'a pas la réponse sur la VMC EcoPro. On a la réponse sur la VMC EcoPro, le praticien responsable. Donc voilà. Bon, voilà, c'est Alain Berry qui nous donne la réponse, donc on peut lui faire confiance. Ouais. La commune ouais, mais parfois, certains rajoutent des ventilateurs sur les VMC et déséquilibrent les flux de VMC, où d'autres locataires peuvent boucher des trous de VMC
et déséquilibre les flux de VMC à l'intérieur des immeubles collectifs. Et on peut avoir des reflux. Alors ça, en fait, je le sais parce que dans l'immeuble, un immeuble de bureau dans lequel je travaille, on a des comptables qui avaient obstrué les étages au-dessus, leur VMC avec des meubles en fait, qui montaient jusqu'au plafond. Et le problème qu'on a eu dans tous les meubles, alors nous c'était parfait parce qu'en fait ça accélérait notre évacuation d'air, donc pour nous c'était très confortable. Mais pour ceux qui étaient juste au-dessus d'eux, en fait, ça allait trop vite. Et du coup, le flux était inversé. Donc en fait, ce qui partait chez moi arrivait chez eux. Et puis l'inverse. Voilà. Pardon, c'est bon, tu peux oui. répondre. Les gestes, la formation du personnel, donc c'est important, bien évidemment, il faut renforcer la formation au niveau du personnel. Ça passe bien sûr par le rappel des gestes barrières, afficher les protocoles, leur montrer aussi comment ils doivent gérer leur équipement personnalisé, savoir comment ils mettent un masque, parce que peut-être que jusqu'à présent ils le mettaient sans trop faire attention. Contrôler dès aujourd'hui vos stocks, puisque avec les délais de livraison, et on parlera des difficultés d'approvisionnement tout à l'heure, il va falloir les contrôler immédiatement, c'est pas quelque chose à faire 3-4 jours avant la réouverture. Et surtout, pensez à mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Et je crois que sur le site de la FSDL, il y a un document, Nicolas. La DURP, on va la mettre, on va intégrer le nouveau risque dans la DURP à la fin de la semaine. On va la mettre sur le site. La mettre, mais aussi l'enlever. Je sais pas, on a eu la mettre, mais aussi l'enlever. Je comprends pas la question. Bon, d'accord. L'état de santé du patient, donc en fait, il faut faire attention pour nos patients aux éventuelles comorbidités associées quand on fait venir les gens. Alors en fait, il ne faut pas l'envoyer à la médecine du travail, la DURP, mais la médecine du travail peut demander. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc il faudra faire attention à ça pour penser à eux et peut-être limiter les rendez-vous dans ces périodes-là. Une petite aparté, Nico, sur la DURP, il y a les imprimantes 3D qu'il faut intégrer dans la DURP et le laser pour les praticiens qui en ont. Ça, c'est un peu nouveau et surtout les imprimantes, la médecine du travail, elle se pose pas mal de questions dessus. Donc on a Patrick Solera aussi avec nous. En fait, c'est très mal fréquenté cette visioconférence. Alors, il y a une réponse d'Alain Berry là, sur la DURP qui s'est effacée trop vite. Pour le praticien responsable, il doit répondre sur ses fonds propres. C'est la réponse d'Alain. Ok. Compléter le questionnaire habituel, on en a parlé tout à l'heure. Donc, le bain de bouche, ça c'est ton tour. Chacun son truc. Avec Nicolas, on s'est réparti les sujets un peu compliqués. Le bain de bouche, c'est un sujet qui revient très souvent. Vous avez dû voir passer les publications. Jean-Michel, on t'entend pas en fait là. Non, je pense que c'est tes oreillettes. Alors attends, je vais passer avec là. Et il le fait exprès parce qu'en fait, le bain de bouche, c'était comme pour la ventilation, mais personne ne voulait, on a tiré au sort. Moi, j'ai eu ventilation, j'ai eu le bain de bouche, en fait, je ne veux pas le faire. Si je suis revenu, j'ai changé, c'est l'oreillette qui a plus de batterie. Oui, bain de bouche, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que les publications sont très divergentes. Vous avez dû voir passer il y a quelques temps des personnes qui conseillaient pour les bains de bouche, des bains de bouche avec du peroxyde d'hydrogène, qui vendaient même leurs produits de blanchiment. L'étude qui revenait du peroxyde d'hydrogène, on est remonté jusqu'à la ressource, ça revenait d'une étude chinoise. Il n'y avait pas de base scientifique et qui partait du principe que généralement les coronavirus, comme ils sont sensibles à l'oxydation, que le peroxyde d'hydrogène pourrait avoir un effet. Donc quelque chose de complètement aléatoire. Actuellement, ce qui est en train de ressortir, c'est la povidone iodée qui serait efficace. Sur les surfaces, en fait. En plus sur les surfaces. Les surfaces, pas en désinfection, c'est en désinfectant de surface, pas en désinfection d'humain. Voilà, c'est ça. Donc du coup, voilà, il faut vraiment se méfier et ça sera l'objet d'une mise à jour du document dans 15 jours exactement. Ouais, dans 15 jours, ouais. Du coup, actuellement, ce qui semble ressortir pour l'instant, c'est la povidone iodée à 1%.
sachant qu'il y a certaines personnes se basant sur des études parodontologiques qui évoquent maintenant des bains de bouche à l'hypochlorite. Donc voilà, ça part un petit peu dans tous les sens et on n'a pas vraiment de référence. Et on a d'autant moins de références qu'on sait qu'un bain de bouche, s'il est réalisé tout de suite avant l'acte, va induire une salivation secondaire. C'est-à-dire qu'un bain de bouche qui serait réalisé au cabinet n'aurait qu'une efficacité finalement relative et ne servirait pas à protéger. On n'a pas de réponse. Voilà, si on peut vous dire que c'est la povidone iodée qui ressort actuellement, on n'a pas de réponse. On étudie beaucoup les données des ORL, parce que les ORL ont exactement la même problématique que nous. Sauf qu'eux, ils font des gargarismes, ce qui n'est pas forcément bien non plus pour nous en bouche, parce que ça peut créer d'autres projections. Donc voilà, les bains de bouche, c'est gros questionnement. Et par contre, ce qu'on va conseiller bien évidemment, c'est le brossage à la maison 1 heure avant de venir, de manière à ce qu'ils aient les dents propres et qu'ils évitent la salle d'hygiène qui, théoriquement, doit être neutralisée. Oui, c'est ça. Bien évidemment, il faut éviter la production d'aérosols, on va en reparler tout à l'heure. Alors, bio-nettoyage du matériel, ben en fait, ça c'est typiquement les recos qui ont été revus, donc c'est le plus gros pavé à lire, donc c'est respect des recommandations de bonne pratique que vous avez, bien prendre tous les produits aux normes, donc là on vous a remis la norme virucide, mais il y a aussi une norme névirucide et les normes fongicides, les virucides et bactéricides, pardon, c'est les virucides inclus le fongicide. Le respect des EPI, donc vous allez voir, on a fait un tableau qui, en fonction des risques et des situations, permet de gérer ces EPI et de savoir ce qu'il y a. L'EPI, c'est l'équipement de protection individuelle. Et puis, éviter de générer des aérosols, comme on n'arrête pas de vous le dire. Et oui, la turbine sans eau génère des aérosols parce que ça rejette de l'air. C'est-à-dire que c'est pour ça que on va retrouver dans le tableau, on n'a pas parlé d'aérosol, on a parlé de surpression et de dépression. Parce que dès que vous allez utiliser d'air. Donc là, maintenant, on ne t'entend plus du tout. Tu as coupé ton micro. Parce que si vous utilisez une aspiration, ça va fonctionner de la même manière. Vous allez créer à chaque fois un petit nuage autour du patient, et c'est ça qui est dangereux. Voilà, donc en fait, ce tableau qui est synthétique au possible, c'est l'annexe 1. Donc on reprend les classifications des risques. Donc définition du risque faible, c'est accueil du patient, explication du plan de traitement, consigne orthodontique. La définition du risque moyen, c'est tous les autres actes, téléradiographie, etc. Le risque élevé, c'est tout traitement qui sera fait en bouche sans générer de surpression d'air et ou d'eau dans la cavité buccale, et très élevé, c'est donc cette surpression qui vient générer ces aérosols qui vont nous poser problème. Donc en fait, le bain de bouche du patient, il est mis, uniquement pour le risque très élevé, pas pour les risques normaux, élevés, moyens ou faibles, que pour le très élevé. Les ORL recommandent en général, alors c'est les ORL qui nous ont dit ça, mais en fait on va avoir un truc sur les bains de bouche plus tard et plus fouillé, mais en tout cas on n'arrive pas à avoir de réponse claire. Mais limite nous disent de faire réaliser 1 heure avant que le patient vienne au cabinet. Comme ça on a plus cet effet d'augmentation, de sursalivation et d'irritation transitoire du cavum et de l'oropharynx sur sa partie haute. Dans tous les cas, il faut bien sûr des vêtements professionnels. Dans tous les cas, il faut bien sûr se laver les mains. La surblouse, elle n'est nécessaire que pour le risque très élevé, ainsi que le masque de type FFP2. Les surchaussures sont nécessaires uniquement pour le risque très élevé, mais semble-t-il, elles vont quitter les recommandations parce que le risque de contamination avec des surchaussures est limite plus important au moment où on les enlève. Donc voilà, ça peut manquer d'intérêt. On va suivre un petit peu les réglementations pour voir comment ça se passe avec ce niveau-là. Des gants, bien sûr, tout le temps, hygiène des mains, toujours, bien sûr. Vous noterez tablier plastique. Alors ça, en fait, c'est pour protéger les EPI, puisqu'en fait, actuellement, on n'a pas on est en pénurie de pays, en fait. C'est vraiment le gros problème, en plus de la pénurie des masques. Et donc, du coup, on peut protéger le pays avec un tablier plastique et avec des gants de velage, de manière à pouvoir conserver plus longtemps cette surblouse. Les lunettes de protection sont toujours obligatoires. La visière de protection est obligatoire uniquement lorsqu'on utilise un masque FFP2,
Pourquoi? Mais en fait, c'est pour préserver le masque FFP2 qui, s'il est mouillé, en fait, est foutu et il faut le changer. Encore une fois, pénurie du matériel, il faut tenter de le réserver. Et puis en fait, ça ouvre quand même, ça offre une très bonne protection de la totalité du visage. Pour les lunettes de protection, c'est à évaluer en fait en fonction du risque faible, comme on l'a dit. La durée de vie d'un masque FFP2, elle est généralement de 4 heures. Certains fabricants peuvent annoncer moins, donc en fait il faut regarder. Ça, c'est un truc que j'ai découvert en regardant les masques qui existaient. Il y a une étude du CNRS qui parlerait de pouvoir alors, FFP1, oui, c'est un masque chirurgical classique, mais en dispositif médical, parce qu'on peut trouver aussi des masques sur le marché, on peut trouver des masques qui ressemblent à des masques chirurgicaux FFP1, mais qui en fait ne sont pas des dispositifs médicaux, mais sont placés en EPI, donc ça ne protège pas pareil. Donc, il faut regarder. Pour répondre à une autre question, la durée de vie du FFP2 a été portée à 8 heures actuellement en raison de la pénurie. Avant c'était 4 heures, maintenant c'est à 8 heures s'il n'est pas mouillé. Ouais, sauf qu'en fait, le FFP2, quand on l'enlève, il est foutu. Hein. Donc voilà, ça veut dire le garder pendant 8 heures. Alors il y a des FFP2 qui sont vendus pour 150 heures. Je ne sais pas. Sur les FFP2, sur tous les masques, faites attention, hein, il y a énormément de masques qui n'ont pas de certification. L'URPS Grand Est qui a géré la totalité des commandes là, pour les URPS fait contrôler régulièrement des lots de masques qui arrivent par les douanes et en fait très très régulièrement en fait, les certificats sont faux. Il y a même maintenant des pays par lesquels passent les masques qui sont automatiquement, dès que le certificat vient de ce pays, retoqués parce que finalement il n'y a pas le niveau de protection qui est ad hoc et c'est vraiment du faux certificat. Alors pour répondre aussi à quelque chose qui vient de passer, effectivement Mela qui finalement a un cycle style Poupinel, il y aurait des procédures qui seraient possibles pour réutiliser les FFP2 en les passant effectivement dans un cycle à chaleur sèche. C'est ce qui est assez récent, Nicolas. Alors oui, le problème de ça, que je pose, et c'est dans ce cas-là, il faut donner son masque neuf le matin à l'assistante, le stériliser à midi et le prendre pour soi le soir. Parce que comme il n'y a pas d'études réelles sur l'efficacité, en tout cas pour la protection des salariés, on n'a pas intérêt à filer un matériel recyclé à usage unique à un salarié s'il y a un problème derrière. C'est pas un bon conseil à vous donner ça. Réponse FFP3, c'est plus efficace qu'un FFP2. Donc oui, si vous avez des FFP3, c'est encore meilleur. J'ai cru voir passer, est-ce que le Conseil de l'Ordre va vous donner des masques? J'ai cru voir passer ça. En fait, le Conseil de l'Ordre, non, il ne va pas donner de masques. Les URPS vont certaines fois fournir des masques, pour la reprise, mais ça va être en quantité limitée, donc il faudra quand même acheter des masques et trouver des masques et des EPI. Mais encore une fois, les masques, ça ne sera pas forcément le plus dur à trouver par rapport aux EPI. Alors, concernant la stérilisation des FFP2, Dorothée a dit que c'était moins efficace. C'est une annonce de Florian. Oui, c'est pour ça qu'on a dit de s'en méfier, clairement. Les masques normes américaines, je crois qu'il y a un texte qui est passé comme quoi on pouvait les utiliser, de mémoire, Nicolas. C'est pour ça aussi qu'on a mis dans le tableau FFP2 ou équivalent, parce qu'on a ouvert pour nous cette possibilité. On s'est dit que les Américains n'étaient pas si mauvais que ça. Et donc, voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bon, il y a une société française qui développe un masque qui s'appelle le OCOV, qui serait avec un filtre FFP2. C'est un masque c'est un masque facial en fait, donc de normes supérieures avec une étanchéité supérieure au FFP2, qui va être développé aussi et qui n'est pas très cher. Là actuellement, normalement quand on regarde les normes qu'il est censé avoir, il serait efficace. Ça coûte une vingtaine d'euros. Voilà. On continue avec ça. Donc, en gros, ce qui ressort de cette classification, c'est que on peut reprendre dans des conditions, je dirais, normales, raisonnables, tous les actes, sauf ceux qui génèrent donc, justement ces aérosols et ces surpressions, où là, il faut passer en système de FFP2. Et donc, tout ce qui va être changement d'art, qui va être contrôle d'appareil amovible, de choses comme ça, ça va pouvoir être envisagé de manière un peu plus sereine. Bon, là, on en a parlé déjà, de tout ça. Oui, c'est ça. Alors, regrouper tous les actes aéros, ouais, en fait, clairement, ça, après, on va vous parler en répondant à vos questions de ce à quoi on a déjà pensé, nous. Mais effectivement, en fait, ça vaudra peut-être le coup de faire au départ que des contrôles pendant 15 jours dans mon cabinet
arriver à classer les patients au niveau de risque et puis après réorganiser son planning avec ce niveau de risque pour regrouper les patients pour que en fait, le FFP2, qui est une denrée rare, soit utilisé à bon escient pendant 4 heures et que sur des actes qui le nécessitent réellement. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que je m'organiserai. Et pareil, pour répondre à une question, ceux qui ont décollé, ne gâchez pas vos masques si vous en avez avant d'en avoir d'autres. Donc celui qui a décollé, tant pis pour lui, vous neutralisez, puis il reviendra justement dans cette session où là, où vous pourrez être équipé et pas gâcher les équipements. Et alors, notamment pas gâcher les équipements et les surblouses, parce que le problème, c'est qu'on n'en a pas des surblouses actuellement. Alors oui, la surblouse doit être changée à chaque patient, et sinon, on peut les préserver en mettant gants de velage et tablier de plastique, comme on l'a dit. Ça fait une couche épaisse, comme ça on enlève gants de velage et tablier de plastique, et on conserve la surblouse derrière. Pour les surblouses, on a peut-être une solution qui ressemble à des gros sacs poubelles, et là on pourrait en avoir beaucoup, donc c'est pas très confortable, mais ça permettrait de travailler, quoi. C'est très transpirant. C'est très transpirant, ouais. Par contre, ça coûte pas cher. Voilà. Alors, la gestion des équipements de protection, les EPI, alors oui, effectivement, le monde entier veut des masques. Jeudi dernier, les États-Unis ont commandé 1,780 milliard de masques. C'est juste incroyable. La ligne de commande qui était passée pour les masques qui devaient arriver via les commandes du RPS était faite dans une usine. En fait, cette usine a été réquisitionnée du coup pour la fabrication de ces masques. Et bon, il n'y a pas de problème pour les commandes du RPS parce qu'ils ont retrouvé immédiatement de nouvelles lignes de production qui ne posent aucun souci pour assurer les commandes qui ont été faites. Mais dans la foulée, en fait, le cours du masque est arrivé en France est passé de 2,61 € à 3,61 €. C'était juste surréaliste. Hein. C'est le coup de Trump. Il faut savoir que les masques, avant, ils arrivaient à 0,50 € en France. Donc, c'était le placement de l'année, le masque FFP2. J'espère que vous en avez beaucoup. Et il faut les revendre pour gagner plein d'argent. Alors, il y a une question qui passe, est-ce que c'est pas juste de mettre des FFP2 si le patient éternue? Après, on rentre dans un calcul de risque, et c'est pour ça que le tableau est basé là-dessus, c'est vraiment une analyse du risque, et l'analyse du risque dit, effectivement, il y a le risque d'éternuement, mais si vous avez le masque, si vous avez les protections normales, vous avez un niveau de protection qui est suffisant, donc il ne faut pas non plus surévaluer les choses. Après, c'est de l'analyse de risque, et le risque zéro n'existera jamais. Donc, on a noté ici création d'un GIE. Un GIE, c'est un groupement d'intérêt économique. Alors, à plusieurs praticiens, effectivement, on s'est regroupés. On est en train de créer ce fameux groupement d'intérêt économique. C'est pas une démarche syndicale du tout. On ne veut pas du tout qu'il y ait de récupération syndicale de notre côté sur la gestion de cette crise. En fait, ça touche tout le monde, quel que soit le praticien, quelle que soit même sa pratique. D'ailleurs, c'est pas uniquement les orthos ou les dentistes. Et en fait, notre vision à nous du syndicalisme, c'est pour protéger la totalité, en tout cas protéger, représenter et défendre la totalité de la profession dans son ensemble et pas uniquement nos adhérents. Donc, évidemment, nos adhérents, on essaye de leur apporter toute l'aide que l'on peut, on essaye de vous aider, de vous accompagner, mais les décisions qu'on prend, en fait, elles ne vont pas viser à vous favoriser par rapport à vos copains. C'est pas du tout comme ça qu'on voit le syndicalisme. Pour nous, c'est vraiment la défense de la profession. Donc, il était pour nous hors de question de proposer une solution uniquement syndicale. C'était pour nous pas audible. Je sais que c'est un choix qui a été fait par 2 syndicats, donc c'est pas du tout ce que nous on veut et on ne fera pas. Et en revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un fonds d'intérêt économique à plusieurs praticiens qui ne sont pas tous d'ailleurs orthos, qui ne sont pas tous même syndiqués. Et ce que l'on va tenter de faire, c'est d'être capable de nous rendre indépendants à terme sur la fourniture du matériel d'hygiène. Le but pour nous, c'est de absolument pas faire d'argent. D'ailleurs, la rédaction des statuts a été faite en ce sens. Aucun actionnaire ne peut s'enrichir à travers ce GIE et en fait, il sera ouvert à tout le monde. Et quand on sera prêt, on vous invitera on proposera en tout cas des masques à prix coûtant, en fait, le prix auquel ils arriveront en France, ainsi que des EPI. Et on va tenter de vous monter un espèce de petit kit pour vous permettre de reprendre. Donc vous toucherez par vos URPS, ça dépendra des régions, un nombre de masques en fonction de la densité de population. Donc vous toucherez un nombre de masques qui vous permettra de reprendre doucement à partir du 11 mai, si on peut le faire, si on a ces masques effectivement. Et puis,
pense qu'on sera en mesure, dès la fin mai, entre le 20 et le 30 mai, de pouvoir vous assurer une continuité dans vos exercices. Voilà. Et là, on a fini.